Je suis vraiment très heureux, très honoré de cet échange avec vous, Billy Wapato, sur ce concept de manger bien. Comment est-ce que vous dites Ah, manger bien? alors, dans ma langue, c'est Tchéchen. Tchéchen. La langue Chef, qui était choisie, c'est India Pointi. India Pointi. India Poitiers. Oui. Manger bien. D'accord. C'est vrai que c'est une notion incroyablement centrale, manger. Il y avait une expression en français, on dit dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es, d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que ce qu'on mange, ça devient nous-mêmes, c'est quelque chose d'intime. C'est en même temps c'est quelque chose qui nous relie à tout le cosmos, d'une certaine manière. Parce que manger, c'est, c'est le rapport entre soi et l'autre, hein. Il y a un échange, il y a un partage entre le fait et l'autre. Et quand, si nous savions sentir ce que nous mangeons, dans ce que nous mangeons, on pourrait sentir tout le travail humain, tous les humains qui ont été impliqués dans ce travail, depuis les cultivateurs, le pêcheur, ceux qui ont élaboré, ceux qui ont transporté, la distribution, enfin tous les facteurs humains, j'ai aussi des institutions humaines qui sont derrière l'alimentation, qui est un énorme système, si je peux dire. Mais bien sûr, il y a aussi tout le cosmos, c'est-à-dire la chaîne de tous les vivants, les végétaux, les animaux, etc. Donc c'est immense comme perception qu'il y a autour du manger, c'est-à-dire être soi en étant en lien avec le monde entier finalement. Le Kanak que je suis dira dis-moi ton nom et je dirai qui tu es. Dans le sens, autour de la natte, quand on partage le repas, c'est une invitation d'abord de la civilisation kanak à créer un espace où des hommes et des femmes se rencontrent. Dans cette rencontre, il me semble que la langue française est un peu faible par rapport à une notion qu'on retrouve dans toutes les langues kanak, qui est un élément neutre, un mot neutre qu'on appelle le at dans la langue djehou, qui a la même racine que le savoir, qui est utilisé dans la langue adjie kamo, l'humain. Et là, on ne parle pas du genre, Ah oui, on parle de l'humain. Le genre, il vient beaucoup plus tard dans le développement de l'humain. d'accord. Mais les enfants, ce sont des humains. Et il me semble que c'est un élément central parce que le manger va tourner autour de cet humain, comme vous le dites assez bien tout à l'heure, qui a rapport avec d'autres hommes. C'est Kant qui dit il n'est pas bon de manger seul, et surtout pour les philosophes. C'est très mauvais de manger seul. Et pour dire quand on appelle à cet espace, on convoque l'humain, mais l'humain, il vient avec ses compétences, avec ses produits. Parce qu'ici, quand on appelle à manger, on ne va pas au magasin. Maintenant, si, avec la rencontre des civilisations. Mais on va dans son champ. On va faire la récolte quelques heures avant, normalement, de le préparer. On va chercher ce que la terre nous donne pour le moment de la rencontre, qui n'est pas forcément celui de demain, ou d'après-demain, ou d'hier, ou d'avant-hier. Et là, nous sommes effectivement dans un rapport cosmique entre l'humain et les autres vivants dont il en a besoin et dont il a un rapport dans sa vie. Ouais. Mais vous voyez, moi-même, quand j'étais enfant, dans les années 50, en Ardèche, hein, c'est un petit pays montagneux de la métropole, euh, c'était exactement pareil. C'est-à-dire, en fait, ce que nous mangions, c'était des produits absolument qui avaient été cultivés
à quelques centaines ou quelques kilomètres, quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres de là. On ne sortait pas, je dirais, du proche. La civilisation, d'une certaine manière, aujourd'hui, elle est un peu, on confond la civilisation et la mondialisation, d'une certaine manière, qui est l'accélération massive des échanges à l'échelle planétaire. Et cette mondialisation, peut-être qu'elle nous fait oublier l'importance des cultures, et il me semble que les manières de manger sont, d'ailleurs, comme vous le dites, des manières d'être, des manières de vivre, des manières d'être ensemble, c'est-à-dire des manières d'habiter le monde ensemble, c'est vraiment le cœur de nos cultures. Et comme le disait l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, il y a autant de cuisine qu'il y a de langues, et que il y a l'humanité, bien sûr, il y a des humanités, et d'ailleurs, même en métropole, il y a plein de manières de manger, de cultures culinaires différentes. En Europe, c'est incroyable la diversité. Et c'est ça qui est menacé aujourd'hui par la mondialisation. Et je pense qu'en ce sens-là, ce qui fait le fond de cette culture kanak dont vous parliez à l'instant, le Dokamo, l'idée de comment faire d'un vivant un humain, un vivant différencié au sens qui par la communauté, par le rituel communautaire du partage et de l'élaboration de la nourriture, le gounia ou autre chose, eh bien, soit humanisé. Et là, on voit qu'il y a un énorme problème, c'est comme ça que je le perçois, vous me direz ce que vous en pensez, c'est que la mondialisation libérale, et je dirais la culture française, un peu républicaine, est très intolérante aux communautés, alors que les cultures ne sont pas portées par des individus tout seuls, détachés de tout. Les cultures sont portées par des communautés, par des liens, par des manières de cohabiter en quelque sorte, par ces communautés. Et c'est là qu'aujourd'hui ces cultures sont menacées d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, nous sommes au cœur de la problématique posée actuellement dans ce rapport entre la civilisation qui a fait traverser le temps, qui fait que vous et moi, nous sommes en train de discuter aujourd'hui. C'est qu'il y a une civilisation qui nous a portés. Et cette civilisation, ce sont des discussions, des choix, des consensus, certainement des conflits qui les ont élaborés pour nous dire, pour faire société ou pour faire en sorte que la vie s'exprime d'une façon forte pour vous et pour moi, il faudrait le vivre de cette façon-là. Et il me semble que, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous disiez tout à l'heure, on a confondu civilisation et globalisation. Parce que la globalisation apporte de la vitesse, apporte de la monoculture, mais d'une façon multipliée, démultipliée d'une façon puissante qui donne de la vitesse et qui fait que notre respiration sociétale est plus ou moins mise en danger. En réfléchissant sur ce problème par rapport à la Calédonie, pour donner aussi ce rapport à l'histoire, parce que derrière, c'est aussi l'histoire que nous recevons, mais que nous construisons dans nos choix. Et là, on est en plein dans se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de cette problématique qu'on rencontre et qu'on voit au travers de l'obésité, au travers des problèmes de diabète, au travers de la malbouffe, etc. Ça demande à ce qu'on fasse normalement des choix. Mais il ne faut pas oublier que la venue de Lénard, Maurice Lénard sur Doneva, à la demande des Nata Kanak, ce n'était pas la mission de Société de Mission de Paris qui l'avait envoyé ici, c'est à la demande des Nata Kanak qui étaient sur la Grande Terre. Il me semble que nous nous retrouvons de nouveau sur une même période difficile par rapport à ce rapport. Si nous ne faisons pas attention ici à Calédonie, on va se retrouver de nouveau dans une situation d'impuissance à trouver des solutions face à la problématique auquel on a affaire, qui s'est aussi démultipliée par les problèmes des addictions technologiques, numériques, dont on va certainement parler, mais c'est quelque chose d'assez difficile, qui a ses effets bénéfiques. La preuve, c'est que
nous sommes en train de l'utiliser, mais aussi par rapport à des addictions qui commencent à menacer les enfants ici à Calédonie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, en fait, je voudrais faire le lien entre cette dialectique de la culture, on va dire, hein, et la situation qui est la nôtre d'être des omnivores. Parce que finalement, nous sommes des omnivores. Les herbivores, ils sont capables, par exemple, de tirer toute leur nourriture juste d'une herbe, d'une sorte d'herbe, par exemple. Nous avons besoin, constitutivement, en quelque sorte, nous avons besoin de diversité alimentaire. Et c'est important parce que c'est ça qui a obligé les humains à sans cesse inventer, innover, explorer, essayer, goûter des nouvelles choses, en quelque sorte. Hein. Et donc, du coup, s'adapter et se diversifier selon les différents écosystèmes dans lesquels nous sommes rentrés. Et donc ça détermine ce qu'on appelle la néophilie. On aime le nouveau. Hein, parce que nous sommes des omnivores, nous aimons le nouveau. Oui, mais en même temps, tout nouvel aliment peut être un danger. C'est d'empoisonnement, il y a un danger. Donc il y a une anxiété humaine, une anxiété d'omnivore, si je puis dire, qui est très typique des omnivores, qu'on partage peut-être avec les ours, je ne sais pas, avec d'autres animaux. Et donc là, il y a une dimension, je dirais, au contraire, de néophobie. On a peur du nouveau, on a le sens des traditions, etc. Il me semble qu'une culture humaine vivante, elle doit faire la part de ces deux versants, du côté de l'invention, hein, je dirais, et le côté de la tradition, de la répétition des traditions. C'est-à-dire qu'en même temps, je pense que les cultures les plus ancestrales ont un jour été inventées, et d'une certaine manière, les inventions modernes, eh bien, à leur tour, elles deviennent une tradition. C'est-à-dire que même la tradition cartésienne des Lumières, par exemple, est déjà devenue une tradition, en quelque sorte. Une tradition parmi d'autres. Il faut la remettre en débat avec d'autres. Si elle est toute seule, c'est mortel pour elle, de cette manière. Et alors, de ce point-là, je rencontre la question qui était celle de mon maître, de mon ami, le philosophe Paul Ricoeur, qui insiste beaucoup sur ce qu'il appelait dans la conversation des cultures la vivacité des cultures. C'est-à-dire le fait que nous avons un rapport à nos traditions qui est un rapport de fidélité créatrice. C'est-à-dire, en même temps, c'est en étant parfois les plus inventifs qu'on est le plus fidèle à nos traditions, et aussi parfois c'est en étant fidèle à notre tradition, en essayant de retrouver nos traditions, qu'on invente des nouvelles choses. On ne peut pas séparer les deux aspects. Et il posait la question en 1960 dans les termes suivants. Je vais vous le lire parce que c'est un texte très curieux. Il dit aujourd'hui, tout le monde a peur de la bombe atomique. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est plutôt le dialogue, la rencontre des cultures. Et la rencontre des cultures peut nous rendre tous complètement stériles culturellement. Il dit, il n'est pas aisé de rester soi-même et de pratiquer la tolérance à l'égard des autres civilisations. Et il continue, seule une culture vivante, à la fois fidèle à ses origines et en état de créativité sur le plan de l'art, de la littérature, de la philosophie, de la spiritualité, et j'ai envie d'ajouter de la cuisine, est capable de supporter la rencontre des autres cultures, non seulement de la supporter, mais de donner un sens à cette rencontre. Il continue, lorsque la rencontre est une confrontation d'impulsions créatrices, une confrontation d'élan, elle est elle-même créatrice. Je crois que de création à création, de culture créative à culture créative, il existe une sorte de consonance, même en l'absence de tout accord. Je trouve que c'est un texte assez intéressant parce que c'est un texte plein de confiance sur la rencontre des cultures à partir du moment où ces cultures acceptent d'être elles-mêmes. Comme il disait dans le même texte, pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Il faut soi-même exister. Et c'est peut-être ça qu'il faut encourager d'une certaine manière. Bien sûr. Je pense que les cultures sont à l'image de la diversité dans la création. Oui, exactement. Des arbres. Du reste, c'est eux qui nous apprennent. C'est les arbres, c'est la nature qui nous apprend la diversité. C'est notre tendance, Exactement. c'est la tendance humaine de réduire l'humain à un seul élément, alors qu'il est porteur de diversité.
Pour revenir à, je suis tout à fait d'accord concernant tout à l'heure la rencontre des cultures, dans la langue Djehu, qui est ma langue, pour parler de l'étranger, on utilise le terme Tsenyiwa. Et Tsenyiwa, ça veut dire ils appartiennent au roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'étranger, celui qui vient de l'extérieur, ce n'est pas quelque chose d'étrange mais il fait déjà partie de la maison. Parce que les rois, quand on étudie la cosmologie Djehu, et notamment on étudie les panthéons Djehu, les premiers dieux de l'île, leur nom commence par un roi, pour parler du monde invisible. Et quand on regarde ceux qui sont les chefs, leurs représentants dans le monde des vivants, leur nom commence par un roi. Ça veut dire celui qui vient de l'extérieur, qu'on appelle en français l'étranger, chez nous, ce n'est pas un étranger. Il fait partie déjà de notre propre humanité. D'où cette discussion dans le rapport à l'altérité qui est très important, parce qu'il est source. Imaginez pour nos petites îles ici, rester enfermées, vous ne saurez même pas qu'on a disparu, tout simplement par notre isolement. C'est une nécessité vitale que de rencontrer les autres. Notre défi, c'est l'horizon. Il faut défier l'horizon pour rencontrer les autres, parce que sinon, on meurt. Et il me semble là que c'est un élément majeur. Et pour revenir sur Paul Ricoeur, qui est un grand monsieur, effectivement, quand il parlait des dialogues entre les cultures, il me semble, et là c'est par rapport à l'histoire ici en Nouvelle-Calédonie, où il y a eu la colonisation. J'emprunterais plutôt, tout en étant d'accord avec lui, mais pour aller un peu plus fortement par rapport à l'histoire que nous avons héritée, j'emprunterais la parole de Ramon Panikar, que vous connaissez certainement, ce théologien métis hindou et espagnol que j'ai rencontré à Barcelone. Il disait, d'abord, le dialogue est inévitable. Mais pour que le dialogue puisse se faire, il faut dialoguer. Dans le sens où là où il y a eu des rapports de soumission ou d'oppression, etc., il faut une transformation de ceux qui dialoguent pour que l'un et l'autre comprennent que nous ne pouvons dialoguer qu'en pleine dignité l'un et l'autre. Il faut reconnaître l'autre dans sa pleine dignité pour pouvoir dialoguer et bénéficier de ce dialogue pour raisonner dans ce que nous faisons les uns et les autres. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, et je suis tout à fait devant le maître, Paul Ricoeur, quand il parle de dialogue comme quelque chose qui organise et fait éclater la vie devant nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'entre-deux qui fait que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est tout petit. Mais il grandit par l'entre-deux, dans ce rapport, dans l'interaction. Le produit de ce que nous vivons est le résultat de cette interaction qui met en communication les uns et les autres et qui fait éclater la vie et qu'on respire l'un et l'autre de la même manière et en fonction de ses propres besoins. Et il me semble là, c'est quelque chose d'assez fort. Mais pour nous, ça passe par le dialogue, une exigence de transformation, d'émancipation, dans des contextes tels que nous avons connus, pour pouvoir bénéficier profondément de cette humanité que nous avons les uns et les autres et que nous partageons. Ouais, je reviens à notre sujet. Et c'est vrai qu'on a une conception parfois du manger beaucoup trop utilitaire, rationnelle, technique, d'une certaine manière, techniciste, et on manque la dimension imaginaire, la dimension symbolique.
Symbolique. politique, voilà. Et je me disais, justement, c'est comme ça qu'on manque le fait que dans l'alimentation, il y a forcément de l'imaginaire, mais du coup aussi dans le rapport à l'image de soi. Et que du coup, nous avons aujourd'hui des images de l'humain, l'image de l'humain en forme, il doit être forcément maigre, forcément sportif, athlétique, hygiénique, etc. Et on ne respecte absolument pas, on est incapable de voir la diversité des corps tels qu'ils sont dans leur diversité. Et ça, c'est un point important par rapport à un sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui est la question de l'obésité. L'obésité, bien sûr, elle est liée à la malbouffe mondialisée, mais elle tient, me semble-t-il, aussi à un changement global de régime de l'humanité tout entière, parce que c'est mondial, c'est un problème mondial. Dans toutes les sociétés, il y a le problème de l'obésité qui a éclaté depuis quelques années ou quelques décennies. C'est un problème mondial parce que d'un côté, on est dans une société de surabondance, de profusion. Il n'y a plus comme autrefois les disettes, les pénuries, alors que nos corps sont faits pour stocker entre les périodes de disette et les périodes d'abondance, justement, parce qu'il y a des saisons différentes. Il y a ouais. Et donc, aujourd'hui, on est tout le temps dans l'abondance, dans la surabondance, d'un côté. Et de l'autre côté, on est une société mécanisée, c'est-à-dire on ne fait plus d'efforts, il y a des voitures, il y a la télé, etc. On est tous des consommateurs. Et du coup, il n'y a plus besoin de jambes. Comme dans le film Wall-E, on n'est plus que des estomacs qui mangeons, on ne bouge plus, on ne marche plus. Donc, il va falloir trouver quand même à casser cette espèce de régime monstrueux dans lequel l'humanité s'est enfermée. Et d'une part, il faut bien sûr remettre de la marche, retrouver nos jambes, les intégrer à nos habitudes ordinaires, hein, pas aller faire du sport en plus, etc. Mais aussi simplement préparer les repas ensemble, retrouver des rythmes familiaux, des rythmes communautaires, peut-être justement apprendre, réapprendre le partage de la préparation de la cuisine et du repas surtout comme lié à la conversation. Là, c'est tout ce que vous disiez tout à l'heure au début de notre entretien, c'est-à-dire on ne peut pas séparer la nourriture et la parole. Il y avait quelqu'un, on le connaît, dans l'Évangile, qui disait « L'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole. » Bon. On ne se nourrit pas, on a besoin, l'oralité, le plaisir oral, c'est aussi le plaisir de la parole. On a besoin de se nourrir de parole, et ne serait-ce que pour les bébés. Si chaque fois qu'ils pleurent, on leur met le biberon dans la bouche, on les fait taire de cette manière. Non, ils ont d'abord besoin de parler eux aussi. Et donc il faut qu'on retrouve le plaisir de la conversation, simplement de la parole, au milieu des aliments, au milieu du manger. Ça fait partie du même plaisir oral, si je peux dire. Bien sûr. Il y a nous sommes réinterrogés dans notre rapport à notre corps, dans notre rapport à la nature, dans notre rapport à la terre, dans notre rapport à notre rythme respiratoire, dans notre rapport à la parole qui nous construit. J'ai découvert ça avec les Indiens en Amérique latine dans une mission sur le nord de l'Argentine, chez les Toba. Ils écrivent dans les écritons « Ne tuez pas l'oiseau » parce qu'en chantant le matin, ils vous disent que vous êtes encore vivant. Ce rapport à la parole est essentiel. Le rythme donné par la mondialisation, l'accélération de la vitesse, des activités, le martèlement de ces activités qui nous robotisent, il me semble que c'est un problème d'ordre politique très important. Redonner à l'humain sa capacité à être humain, tout simplement. Et ça passe par la discussion, ça passe par la préparation des repas, ça passe par le choix de ce qu'on va manger. Je suis assez étonné quand normalement les mamans préparent à la maison, quand maman prépare à manger, elle nous demande d'abord le matin comment vous vous sentez le matin. Parce que le repas sera préparé en fonction de la santé de ceux qui mangent.
D'une part, parce qu'on sait que quand on mange, on va accéder à la compétence, ne serait-ce à la compétence de cuisiner. On ne mange pas sans préparer à manger. Exactement. Et peut-être c'est cette partie de dire il est plus facile que j'aille chercher au magasin plutôt que de préparer à manger qu'il faut redonner à l'humain de telle manière à ce qu'il vit son rythme et en même temps aussi son rapport à ses nourritures. On signalait tout à l'heure ce rapport à la nouveauté, à la création. Mais la création, c'est le regard de l'autre qui fait l'étonnement philosophique. Exactement. Sinon, on ne fait pas de la philosophie. Et donc, il me semble là que le repas, il faut lui redonner normalement la place importante qu'il a. Il est évident que, par exemple, chez nous, quand on dit on va manger ensemble, il y a point dit. Quand on va manger ensemble, c'est une convocation de ce que soi a produit et en même temps ce que la nature lui a donné et la terre à ce moment de la période de... Tu n'as pas autre chose que ça. Par contre, c'est tes compétences qui vont normalement leur donner plus de saveur, plus de force, plus de qualité et en même temps le simple fait de mettre dans un bougnat un troca avec cette saveur salée, un peu piquée, mais les vieux commencent à discuter. Ceux qui ne peuvent plus se déplacer, ils vont faire la transmission des lieux où il faut aller les chercher les trocas, les lieux où il faut aller chercher le poisson. Et là, nous sommes dans la transmission intergénérationnelle qu'on n'arrive plus actuellement ou difficilement à le faire si on ne fait pas attention. Parce que maman est occupée, papa est occupé, les enfants sont à l'école, ils mangent des repas dont ils ne savent pas qui a préparé, et en même temps, ils ne savent même pas ce qu'ils mangent, mais enfin, en tout compte, on leur dit de manger. Ça pose énormément de problèmes. Comment l'humain actuel peut se sentir humain dans ses rapports à la vie et dans son rapport au cosmos et dans son rapport à l'altérité ou à ce qui l'environne pour pouvoir faire son choix. La fabrication de la culture. C'est ça la question, c'est comment transformer l'angoisse alimentaire, les peurs alimentaires, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de peurs. Peur d'empoisonnement, peur de maladie, peur de mutations génétiques, des mutations, on ne sait pas ce qu'on mange, même si c'est étiqueté, même si c'est emballé, même si c'est avec des marques, on ne sait plus ce qu'on mange. Et donc, retrouver cette confiance, retrouver ce sentiment de sécurité alimentaire, parce qu'on mange d'abord des produits le plus possible locaux, on se rapproche des cultures, en quelque sorte, mais aussi parce qu'on respecte justement, on ne met pas des produits chimiques excessifs, on fait attention à la biodiversité, tout cela. En même temps, bien sûr, je pense que, comme vous disiez, pour cela, il faut redonner le goût du plaisir de le préparer ensemble. Moi, j'ai un enfant, mon dernier fils, il a 15 ans. Chaque fois que je prépare un repas, que je fais de l'épluchage de légumes, de patates ou de haricots, etc., je l'appelle. Et maintenant, il est très content de venir parce que c'est toujours un moment de plaisir. C'est un moment où on parle, c'est un moment où on a les mains occupées pour l'épluchage ou pour la préparation du repas. Il est toujours très content de préparer le repas avec moi. Et en même temps, sans doute, je lui apprends sans le savoir des gestes pour préparer le repas. J'imagine que c'est ce qui se passe sans cesse chez vous, je dirais encore plus qu'aujourd'hui dans les grandes villes partout dans le monde. Oui, et puis sans compter le fait que la préparation des repas nous met en présence des odeurs. Toutes les découvertes actuellement en neurosciences le confirment, la préparation de la digestion et se fait avant la prière pour le repas, avec la senteur, les odeurs des plats, etc., et qui préparent tout cet corps à recevoir. Quel est le repas
le corps qui n'est plus préparé à recevoir un repas actuellement par la vitesse. Et effectivement, il me semble que c'est ce phénomène de dérèglement, même au niveau de la constitution du corps, lui-même, les cellules, etc., nous pose des problèmes par rapport à ce qui se passe. Et il nous faut réinterroger à notre rapport à la vie elle-même. Mais pour revenir à ce qui il me semble important tout à l'heure, vous parlez de l'angoisse de la nourriture. On l'a vu lors des problèmes de la viande, Oui. des vaches folles. Il ne faut pas rajouter à une angoisse de la mort qui est existant déjà une autre angoisse, ou multiplier les angoisses. Et là, vous pouvez peut-être nous en parler. Paul Ricoeur le dit très fortement, ce rapport-là aussi est très important. Ouais. Oui, il faudrait... La peur est mauvaise conseillère. Voilà, c'est ça. Et au moins, il faudrait transformer la peur de en peur pour. Que ce soit qu'on fasse attention pour les générations futures, pour les autres, etc. Et non pas tout le temps chercher nous-mêmes à nous préserver en quelque sorte de tout ce qui serait dangereux. Parce que cette conception moi je veux me protéger, même par rapport à l'agriculture bio, par exemple. On parle beaucoup en métropole d'agriculture bio, je pense qu'on commence à en parler en Nouvelle-Calédonie aussi. C'est pas seulement pour ma santé, c'est aussi pour le respect de la multiplicité des espèces, de la biodiversité. Ça fait partie de ce respect de la diversité des espèces qu'on a besoin justement de respecter. On a besoin d'insectes pollinisateurs. Aujourd'hui, trop souvent, il y a des régions en métropole où il n'y a plus d'insectes pollinisateurs. En Allemagne aussi, c'est extrêmement grave. Et donc, on a besoin d'une réelle révolution dans notre conception, je dirais, de l'agriculture tout entière, en ce sens-là aussi. Oui, effectivement, il faut prendre conscience de cette réalité où la mort, elle est déjà là. Elle habite déjà notre vie par justement ces problèmes de pesticides, etc. Et il me semble qu'il faut revenir à la culture naturelle, aux plantations naturelles, qui permet de... Parce que la biodiversité, elle n'est pas donnée déjà. Elle se construit au fur et à mesure. Elle se renouvelle au fur et à mesure. Et donc, elle se multiplie. Je reviens tout à l'heure, il y avait un élément dont on a touché, mais qui me semble aussi qui procède de la même problématique. C'est qu'on réduit l'homme à une unité. Nous sommes uniques dans notre genre. Chacun est unique dans son genre. Et de par cette unicité, la préservation de la diversité est effectivement un élément auquel il faut préserver, encourager, entretenir et continuer à le conforter. Mais ça demande automatiquement un changement de réflexion et en même temps d'action. L'agir de Paul Ricoeur nous le dit fortement. Une pensée qui n'est pas incarnée n'est pas une pensée, ou c'est une pensée morte. Il faut automatiquement l'agir et il me semble que ça fait partie des urgences de notre case planétaire actuellement, que d'une part de réfléchir, de trouver des solutions, mais en même temps agir, en sachant bien que nous sommes dans des domaines du tâtonnement. Même si la science parfois nous donne, c'est un outil très intéressant, mais il faut éviter de la célébrer trop souvent. La science, elle n'est forte que quand elle est critique. Et elle est critiquée, oui, parce qu'elle est critiquable. Oui. Mais il faut éviter à ce qu'on la célèbre, parce qu'à ce moment-là, ça nous pose problème. Ouais. Très bien. Moi, je pense qu'on a fait quand même un bon tour du sujet, que ces dernières paroles, par exemple, étaient déjà très,
une belle manière de conclure, par exemple, mais il y a peut-être d'autres, dans les propos de Billy, d'autres endroits par lesquels ceux qui feront le montage pourront conclure. Nous, Est-ce nous- que vous voyez, Billy, d'autres choses que nous n'avons pas dites? il me semble Il y a que, beaucoup. ben, il me semble que c'est une question qui nous renvoie aux uns et aux autres. La, la problématique éthique de la fabrication de l'aliment, Oui, sa transformation, éviter ces problèmes addictifs par rapport au sucre, au sel, etc., à la graisse, etc. Il me semble que c'est un élément majeur quand on est dans le rapport à l'agroalimentaire aussi. Parce que ici en ville, quand on vit en ville, on ne va pas forcément dans sa plantation qui est réduit à 10 arts avec la maison. Donc ça veut dire automatiquement que l'homme est rappelé dans sa responsabilité ouais. face à des pratiques que nous avons héritées, c'est bien, mais il faut normalement l'avancer. Et je fais le lien avec la notion de Jokamo. Jokamo, dans la culture kanak, quand après ta naissance, c'est-à-dire tu fais irruption dans le monde visible, du monde invisible, par ta naissance, on te fait parcourir un chemin par le biais des discours, plusieurs types de discours qui permettent de te construire l'humain. Après le rite du mariage, s'installe un nouveau processus. Il a accédé à des savoir-faire, à des savoir-être, mais là, on lui dit, il faut que tu apprennes à savoir devenir. Et le savoir devenir, c'est ce qu'on appelle le Jokamo et qu'on dit à l'Ifu, Nipiat. Nipiat, ça veut dire appartenir à plus d'humanité. Donc, comment nous, dans notre vie, dans les choix que nous faisons, dans différents domaines, on fait en sorte de telle manière à ce que cette humanité, quand nous faisons, respecte la dignité des autres et en même temps nous grandit en humanité pour aller de plus en plus vers cet homme qu'on dit émancipé, mais l'homme accompli dans son parcours. Et il me semble là c'est quelque chose auquel nous sommes interrogés. C'est un des grands étonnements que j'ai eu quand j'ai eu la réflexion sur la culture kanak. C'est-à-dire qu'en fin de compte, contrairement à ce qu'on dit que nous n'avons pas de culture ou nous n'avons pas de système éducatif, etc., j'ai découvert à l'intérieur toute une, que j'appellerais une sorte d'échelle ontologique qui amène l'humain à progresser au fur et à mesure jusqu'à aller vers quelque chose qui n'atteindra jamais. Mais qu'il faut, on lui dit, fais ton parcours et va vers telle direction pour que tu sois de plus en plus humain parmi les humains. Et il me semble là, il y a quelque chose qui peut nous aider dans nos choix, dans la vie, etc., dans différents domaines. Ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, Billy, là, c'est le fait que l'éthique, c'est une éthique qui est tournée orientée vers le bon, d'une certaine manière. Vers ce qui est bon, au sens, dans tous les sens du terme. Ce qui est bon, c'est aussi qui a bon goût, qui a du goût. Quoi. Bon. Parce que trop souvent, nous avons une conception de la morale qui est uniquement des règles, qui est uniquement des normes, qui est uniquement des interdits, etc. Et je pense que c'est très important de remettre en priorité une orientation éthique vers le bon, vers le bon, vers le beau, vers ce qui a de goût et que l'on partage et qui donne le plaisir d'être partagé. Et je crois que ça, c'est un point vraiment très important. J'ajouterai encore une dernière chose. Pour moi, en vous écoutant, je vois
dans la langue française l'ambiguïté qu'il y a dans le mot culture. Parce que culture, c'est en même temps ce qu'on appelle la culture, bon, ce que vous venez de décrire, et en même temps, c'est la culture au sens agricole du terme. La culture, qu'est-ce qu'on fait avec les végétaux, etc. Et je trouve cette équivoque extrêmement parlante quand même, parce que d'une certaine manière, je suis un grand lecteur d'un agronome qui s'appelait Olivier de Serres. Au moment des guerres de religion en métropole, il y a eu des guerres de religion terribles, et il y a quelqu'un qui a dit on arrête de faire la guerre, on se remet à cultiver le monde. Le monde nous a été donné pour être cultivé, mais dans tous les sens du terme. Et donc, il a fait un livre qui est uniquement un livre des recettes de culture. Et avec ça, je dirais que de proche en proche, je dirais le pays est redevenu un jardin. Et c'était ça la paix. La vraie construction de la paix, elle ne s'est pas faite par en haut, par des traités politiques, etc. Elle s'est faite par en bas, par le fait que des gens qui faisaient la guerre ont recommencé à cultiver le monde comme jardin, d'une certaine manière, avec une densité de soins de la terre, de soins des végétaux, de soins des animaux, etc., qui a été vraiment un moment extrêmement bénéfique pour l'ensemble de l'époque. Voilà, donc je pense que c'est une belle métaphore, l'idée de culture dans tous les sens du terme, en ce sens-là aussi. Tout à fait, tout à fait. Qui va avec ce que vous appelez la responsabilité, d'une certaine manière. Nous sommes responsables du monde qui est là, à nos pieds, à nos mains. C'est à nous de le travailler, c'est à nous de le cultiver, c'est à nous de le partager, et d'abord de le partager dans nos manières de manger, de préparer des aliments, etc. Tout ce que nous avons, tout ce que vous avez dit. Bien sûr, en sachant bien que manger, on mange aussi la parole qui nous construit. Voilà. Et donc, exact. Il faut cultiver cette parole de telle manière à ce qu'elle soit le plus fortement possible pour notre propre humanité et dans le partage et en même temps dans l'échange. Il me semble que c'est un élément majeur. Exactement. On peut arrêter là-dessus, peut-être. Oui. C'est une belle parole pour terminer.